Bonsoir à tous. Après l'optimisation des transmissions de patrimoine, après les baux meublés et après la déclaration des revenus fonciers et l'IFI, voici notre quatrième webinaire sur le thème des baux commerciaux au temps du Covid. Vous le savez, les mesures gouvernementales qui ont été prises pour limiter l'impact de la pandémie du Covid-19 ont eu des conséquences sur l'activité commerciale. Des périodes de confinement avec la fermeture des commerces non essentiels, et la période de crise sanitaire dans laquelle nous sommes encore avec la fermeture de certains commerces, une fermeture extrêmement prolongée, et puis face à cela, le prêt garanti par l'État pour des exploitants, le chômage partiel pour des salariés dans les entreprises impactées et des aides spécifiques basées sur les revenus de l'année précédente. Les conséquences de ces mesures et de la baisse de l'activité commerciale ont été importantes pour les bailleurs qui ont fait l'objet de demandes de report de loyer, de remise pure et simple de loyer dans un deuxième temps, parfois de renégociation des baux et des loyers, avec pour le mois de novembre 2020 le crédit d'impôt à 50% pour le loyer abandonné. L'UNPI a tenu informer ses adhérents au jour le jour des mesures qui étaient prises et des dispositions qui les concernaient quand ils étaient bailleurs en matière commerciale. Et l'UNPI est également intervenue de façon importante et efficace auprès des pouvoirs publics, notamment dans la défense des intérêts des bailleurs pour que ceux-ci ne soient pas oubliés. La première mesure a été naturellement le crédit d'impôt à 50% pour le mois de novembre 2020 et ensuite toutes les discussions sur les mesures à prendre pour tenir compte de la situation particulière que nous avons connue. L'UNPI a même créé, à l'occasion de cette pandémie, une structure dédiée aux propriétaires dans les résidences-services qui sont particulièrement impactés par cette situation, puisque les résidences-services gérées par des entités ont vu ces entités proposer à leurs locataires, à leurs propriétaires, pardon, dans le cadre des baux commerciaux qui les lient, des mesures spécifiques, soit d'abandon pur et simple de loyer, soit de renégociation des baux, avec une situation difficile pour ces bailleurs qui se trouvent souvent confrontés à des paiements de charges de copropriété et des remboursements d'emprunts qu'ils ne peuvent plus assurer compte tenu du défaut de paiement des loyers. Ce sont toutes ces raisons qui nous ont amenés à vous proposer ce soir un point de la situation juridique dans les relations bailleurs-preneurs face à la baisse de chiffres ou à la fermeture des commerces. Pour traiter ce sujet, nous avons choisi un spécialiste en la personne de maître Julien Berbigier, avocat au cabinet Walter et Garance, qui doit donc traiter ce sujet. Et pour une bonne écoute de chacun, je vous demande premièrement de couper vos micros pendant toute la durée de l'intervention de maître Berbigier d'une part, et d'autre part, dans la mesure où cette conférence est enregistrée, de couper vos caméras, vos webcams, pour que votre visage n'apparaisse pas dans l'enregistrement de la conférence qui pourra être utilisé ultérieurement et pour lequel il serait regrettable que votre visage apparaisse. Vous pourrez, en fin de réunion, poser par écrit vos questions en cliquant sur l'icône conversation. Vous posez vos questions et Delphine, la secrétaire qui a en main la gestion de cette soirée, transférera la question à maître Berbigier. Et vous pouvez également poser en oral votre question en affichant la main levée sur votre
icône, ce qui vous permettra d'être interrogé directement et de recevoir la parole de la part de Delphine et de poser votre question à Maître Berbizier. Je pense que tout ça est assez clair. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci d'avance du respect de ces dispositions. Maître Berbizier, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on va traiter synthétiquement ce soir de la question des baux commerciaux en période de propagation de l'épidémie Covid-19 et surtout, alors la question récurrente, hein, évidemment, de l'exigibilité du loyer puisque c'est le nerf de la guerre depuis maintenant 1 an, à savoir est-ce que les loyers sont dus, si oui, comment, est-ce qu'il faut négocier, est-ce qu'il faut accepter des échelonnements, comment ça se passe surtout à l'égard des juges, puisque il faut réfléchir à l'aune judiciaire pour savoir comment cette situation est appréciée et interprétée. Alors, avant de traiter spécifiquement de l'exigibilité des loyers et de ce qui se passe devant les tribunaux, pour que vous compreniez bien, juste un rappel très synthétique de la situation assez exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons maintenant depuis un certain nombre de mois. On a effectivement essuyé, en tant que propriétaire bailleur, 2 confinements. Le premier, on remonte aux arrêtés du 14 et 15 mars 2020 sur la fermeture des commerces dits non essentiels, la loi qui a créé l'état d'urgence sanitaire. Et après, on a vu apparaître à ce moment-là des mécanismes assez nouveaux, exorbitants du droit commun, qui ont bousculé un petit peu les choses. D'abord, c'est la création de cette fameuse période juridiquement protégée dont nous avons beaucoup parlé, à compter du 12 mars jusqu'au 23 juin inclus. C'était une période générale qui suspendait en fait tous les actes de la vie juridique et qui permettait de suspendre les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, suspendre durant un temps où il fallait faire un calcul entre le moment où l'acte, la pénalité devait intervenir à compter du 12 mars jusqu'à cette fameuse date du 23 juin inclus, au-delà de laquelle il fallait calculer jusqu'à quand cette suspension était encore en vigueur, jusqu'à ce qu'on puisse reprendre nos dossiers et nos démarches à l'égard de nos locataires pour les actes, les paiements, les clauses résolutoires. À côté de cette période juridiquement protégée, on a eu un autre mécanisme qui a été créé, c'est le Fonds de solidarité. En mars 2020, pareil, alors vous vous souvenez des conditions pour être éligible quand on est locataire à ce fonds de solidarité, moins de 10 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros à l'époque, moins de 600 000 euros de marge et de pouvoir démontrer qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Ça, c'est le Fonds de solidarité. Qu'est-ce que le législateur a annexé à ce fonds de solidarité? Eh bien, le législateur a bloqué les sanctions légales et contractuelles lorsque l'on a un preneur qui est susceptible de bénéficier du fonds de solidarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour des locataires commerciaux, pas de pénalité financière, pas d'intérêt de retard, pas de dommages et intérêts, pas d'astreinte et pas de possibilité de pouvoir faire jouer une clause résolutoire puisque là encore, les effets sont repoussés. Donc il fallait à ce moment-là attendre, on se retrouvait dans la situation où on ne pouvait plus finalement sanctionner un locataire et pouvoir faire jouer une clause résolutoire, ce qui est quand même normalement le centre névralgique des débats lorsqu'on n'arrive pas à obtenir un paiement par exemple. Ça, c'est la situation du premier confinement qui a perduré. On a eu un deuxième confinement à compter d'octobre et novembre 2020, où là, l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été déclaré. On a eu à nouveau des mesures générales de police administrative pour la fermeture de certains commerces, et on a eu, avec la loi de février 2021, une prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Qu'est-ce qui a accompagné ce second confinement? C'est à nouveau la neutralisation des sanctions légales et contractuelles possibles, puisque une loi du 14 novembre, dans son article 14, est venue indiquer que là encore, pour cette nouvelle période de confinement, pas de pénalité financière, pas d'intérêt de retard, pas d'action de sanction ou de voie d'exécution forcée à l'encontre de notre preneur, pas de possibilité non plus d'actionner les cautions. Ça, c'était la nouveauté du second confinement.
pas de mesures conservatoires possibles et pas non plus de possibilité de pouvoir actionner les clauses résolutoires. Et là, dans ce second confinement, on est allé plus loin, puisque directement le législateur a dit que ces clauses résolutoires devaient être réputées non écrites. C'est-à-dire, vous, propriétaires bailleurs, pour ce deuxième confinement, de toute façon, vous ne pourrez pas vous en prévaloir, donc vous faites comme tout le monde, vous attendez. Voilà la situation avec ce second confinement. Reste le point central de la présentation de ce soir, la question de l'exigibilité des loyers, parce que avec ces deux grands mécanismes de confinement, effectivement, on a vu beaucoup de preneurs ne plus régler leur loyer, le faire même d'ailleurs d'autorité et mettre le propriétaire en difficulté, puisqu'on a des propriétaires bailleurs qui ont eux-mêmes leurs propres engagements, leurs propres prêts, leurs propres obligations, et devoir trouver une solution. Alors, avec cette situation assez exceptionnelle, mesure exceptionnelle, du coup, on a répertorié les différentes décisions de justice qui ont été rendues sur la question des loyers pour essayer de voir un petit peu plus clair et de voir de quelle manière les juges sur le territoire français ont apprécié la situation. Alors, à aujourd'hui, au mois de mai 2021, si on prend les décisions les plus importantes, les décisions qui ont été les plus commentées ou en tout cas les plus visibles, j'en ai relevé pour ma part à aujourd'hui 57 décisions rendues sur la question de l'exigibilité des loyers. J'en ai comptabilisé 25 favorables aux propriétaires bailleurs et 32 favorables aux preneurs. Tout de suite, j'indique que ces chiffres doivent être pris avec une certaine réserve. Pourquoi ? Parce que ces décisions de justice sont bien souvent des décisions rendues au stade des référés, c'est-à-dire au stade de l'urgence, avec une décision qui est provisoire, puisque après, un tribunal peut être saisi au fond et peut ne pas parvenir toujours aux mêmes conclusions que le juge des référés. Donc il faut prendre déjà ces chiffres avec une certaine réserve, mais d'emblée, quand on voit 27 favorables propriétaires bailleurs et 32 favorables preneurs, finalement, on se rend compte que la situation n'est pas si déséquilibrée que cela et qu'il y a un vrai débat. Ce qu'il faut retenir tout de suite, c'est qu'il y a quand même des décisions qui ont été rendues au fond et qui peuvent faire jurisprudence. Je pense notamment à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2020 et à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 5 novembre 2020. Ces deux décisions rendues au fond ont une importance puisque ces deux décisions confirment que les loyers commerciaux sont dus. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très important. Même en période de propagation de l'épidémie Covid-19, même en présence d'un preneur qui fait l'objet de mesures de police administrative, de fermeture, les loyers sont dus. Donc tout de suite, on se dit que si vous avez un preneur qui vous dit « les loyers ne sont pas dus, vous ne pouvez pas me les demander », c'est erroné, les loyers sont dus. Si vous avez un preneur qui vous dit « vous avez l'obligation légale de suspendre la perception de ces loyers ou de m'accorder un échéancier », ce n'est pas vrai non plus. Ni les ordonnances, ni les décrets, ni les juges vont dans cette direction-là. Au contraire, il y a une confirmation de l'exigibilité des loyers. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de ce principe d'exigibilité, eh bien, il y a une bataille féroce qui s'est ouverte depuis mars 2020 entre propriétaires et preneurs, et les preneurs, redoublant d'ingéniosité, mais c'est entre guillemets le jeu des procès, redoublant d'ingéniosité pour faire valoir différents moyens pour essayer de trouver une faille pour ne pas régler le loyer. Et donc, on a vu arriver beaucoup de décisions qui ont statué sur des moyens différents. Alors, je ne vais bien évidemment pas tous vous les évoquer en détail parce que sinon, ce serait bien évidemment long, mais je vais essayer de le faire de manière très synthétique et en prenant les moyens qui sont généralement soulevés sur le territoire national. Ils ne sont pas nombreux, donc on va pouvoir les passer en revue. Le premier moyen qu'on a entendu tout de suite, c'est la force majeure. Article 1218 du Code civil, le preneur commercial disant à son bailleur « je ne vous réglerai pas puisque la Covid-19 est un cas de force majeure, donc je ne réglerai pas ». Alors, sur la force majeure, les juges ont déjà été amenés à répondre et il y a plusieurs obstacles à cette argumentation. D'abord, le premier obstacle, qui est quand même un obstacle de taille, c'est que la Cour de cassation elle-même a rendu un arrêt de principe en septembre 2014 confirmant que la force majeure ne peut pas être opposée
à une obligation de paiement d'une somme d'argent. Donc ça veut dire que par principe, s'agissant du paiement des loyers, on ne peut pas opposer la force majeure. Ça, c'est le premier obstacle. Deuxième obstacle, la force majeure nécessite un événement imprévisible et irrésistible. Alors, imprévisible, ça c'est évident, la Covid-19 est imprévisible. En revanche, irrésistible, non, puisque ce n'est pas parce qu'il y a la propagation de l'épidémie Covid-19 que tous les preneurs se trouvent dans l'impossibilité de régler leur loyer, puisque un locataire commercial peut tout à fait avoir de côté de la trésorerie et donc avoir la possibilité de payer, indépendamment de la fermeture et du Covid-19. Donc, la fermeture ou le Covid-19 n'est pas forcément irrésistible pour le locataire. Et surtout, il y a notamment un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a été rendu sur ce point-là, il faudrait que le locataire démontre un lien de causalité entre le Covid et l'impossibilité de payer, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Deuxième obstacle. Troisième obstacle à la force majeure, la loi dit que la force majeure doit être un empêchement définitif. Or, le Covid-19 n'est pas un empêchement définitif, c'est un empêchement temporaire. Donc, du coup, la force majeure se voit déjà entaillée et c'est assez difficile de l'évoquer. Et après, dernier point qu'on peut aussi relever sur la force majeure, pourquoi la force majeure n'a pas forcément vocation à s'appliquer? Eh bien, tout simplement parce que le législateur est intervenu pour donner les conséquences du Covid-19. Les conséquences, on les a vues tout à l'heure. Si vous avez un preneur qui bénéficie du fonds de solidarité, eh bien, il y a un aménagement. Si vous avez un preneur qui est fermé par des mesures de police administrative, vous avez un gel des sanctions, notamment clause résolutoire, mais c'est tout. Là est effectivement la conséquence. Donc, comme le législateur est déjà intervenu pour donner les conséquences de la situation, pas besoin d'avoir recours à la force majeure. Donc, d'une manière générale, la force majeure ne marche pas. J'ai relevé en dernier lieu un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui a été rendu récemment, le 6 mai dernier, qui confirme effectivement que la force majeure, ça ne fonctionne pas. Donc, le preneur, en règle générale, est débouté sur ce terrain-là. Deuxième argument qui est souvent entendu, c'est l'imprévision. L'imprévision, c'est une notion qui est à l'article 1195 du Code civil. C'est un bouleversement économique du contrat en cours d'exécution qui doit normalement amener à une renégociation. C'est ça ce que l'on appelle l'imprévision. Alors, il y a certains locataires qui l'ont effectivement soulevé devant des juges, mais là encore, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? D'abord, l'imprévision n'est pas d'ordre public, ce qui signifie qu'on peut y déroger dans le cadre contractuel. Ce qui signifie qu'il faut regarder au cas par cas si le contrat de bail commercial ne prévoit pas des stipulations excluant le mécanisme de l'imprévision. Si c'est le cas, le locataire ne peut pas s'en prévaloir. Deuxièmement, l'imprévision est un mécanisme finalement assez nouveau qui ne vaut que pour les contrats en vigueur à compter du 1er octobre 2016. Ce qui signifie, comme on a des contrats de baux commerciaux qui sont de 9 ans, que pour tous les contrats qui sont signés avant, l'imprévision ne peut pas être appliquée. Donc, ça ne fonctionne pas. Et dernier obstacle à l'imprévision, qui est là pour le coup un obstacle que l'on comprend tout de suite lorsque l'on lit le texte, c'est que l'imprévision n'a pas pour conséquence de suspendre ou d'annuler un loyer. L'imprévision a pour conséquence de renégocier le contrat. Donc, finalement, pour le locataire, ça n'a que peu d'intérêt. Donc, l'imprévision, globalement, ne fonctionne pas. Troisième moyen que l'on a vu souvent dans les décisions qui ont été rendues depuis un an, c'est ce que l'on appelle l'exception d'inexécution, article 1219 du Code civil. Qu'est-ce que c'est l'exception d'inexécution? L'exception d'inexécution, pour être très synthétique, c'est la possibilité que l'une des parties au contrat a de ne pas exécuter son engagement si l'autre partie au préalable n'a pas exécuté ses propres obligations. Le bail commercial, c'est un contrat synalagmatique, il y a des obligations réciproques, donc effectivement, si l'un ne joue pas le jeu, eh bien l'autre peut s'en prévaloir. C'est ça l'exception d'inexécution. Et donc, appliqué au Covid et aux fermetures, on a vu des preneurs commerciaux dire « je ne réglerai pas mon loyer parce que vous, propriétaire bailleur en premier lieu, vous ne me permettez pas d'avoir un local ouvert, vous ne me permettez pas d'exploiter. Donc, vous avez un manquement à votre obligation de délivrance et en considération de ce manquement préalable, je ne vous paierai pas. » Alors,
Ce troisième argument a été, là encore, vivement débattu. On a suivi vraiment de près les différentes décisions rendues. Et aujourd'hui, avec le recul, on peut quand même dire que là encore, eh bien, c'est une argumentation en fait qui ne tient pas beaucoup. Très peu, voire pas du tout. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe en l'occurrence? Malgré la Covid-19, malgré les éventuelles fermetures, il n'en demeure pas loin que le locataire commercial a toujours les clés de son local. Il en a toujours la disposition. Il peut toujours conserver son stock. Il peut toujours effectivement s'y rendre, même dans son local, et voire même, c'était le cas au début, par dérogation avec une attestation, y travailler. Même, pour aller plus loin, le locataire commercial a aussi la possibilité de sous-louer son local, si son propriétaire bailleur en est d'accord. Et donc, un locataire qui ne peut pas exploiter à cause du Covid ou à cause des mesures de police pourrait très bien imaginer sous-louer à quelqu'un qui le pourrait, puisque l'activité serait permise, et donc dans ces cas-là, permettre au local de vivre, permettre par un sous-loyer au locataire de pouvoir régler le loyer principal à son propriétaire bailleur. On pourrait très bien l'imaginer. Donc, il n'y a pas de privation du local en tant que tel. Ça, c'est le premier obstacle, à l'exception d'une exécution. Deuxième obstacle, en droit des obligations, l'exception d'inexécution suppose une faute. Ça, c'est très important. Or, en l'occurrence, ce que les propriétaires bailleurs ont dit devant les juges, c'est que le propriétaire bailleur n'est pas fautif, en l'occurrence. Il n'est pas responsable de la fermeture, puisque le responsable, c'est la Covid-19. Le responsable, c'est le législateur. Le responsable, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement. C'est ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon juridique, entre guillemets, le fait du prince. Ça s'appelle comme ça. Le propriétaire bailleur est obligé de s'incliner devant les règles administratives. Or, lorsqu'on est dans le cas d'un fait du prince, le propriétaire bailleur n'est pas fautif. Comme il n'est pas fautif, l'exception d'inexécution ne peut pas jouer. Donc ça, c'est effectivement un deuxième obstacle qui est extrêmement important. Et le troisième obstacle également, mais là c'est du cas par cas, tous les locataires ayant fait l'objet d'une fermeture ne sont pas forcément privés de leur activité. On a vu ces derniers mois le développement de ce que l'on appelle le click and collect, le développement Internet et des ventes dématérialisées. Et donc, on a des preneurs qui continuent à avoir une activité, continuent à réaliser un chiffre d'affaires, certainement moindre que d'habitude, évidemment, mais continuent tout de même à exploiter et à réaliser une activité. À partir du moment où il y a cette activité même résiduelle, l'exception d'inexécution sur son principe se voit là entaillée, là encore, assez sévèrement. Donc, on a eu effectivement des décisions de justice qui ont été rendues et qui ont écarté l'exception d'inexécution. Alors, pas toutes, évidemment, il y a des juges qui ont accepté, qui ont toléré ce mécanisme, mais il y en a d'autres qui, bien évidemment, l'ont rejeté assez fermement. Donc, c'est important de le souligner, surtout si de votre côté, vous avez un locataire commercial qui évoque cette notion d'exception d'inexécution. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous avez toutes les armes en main pour pouvoir lui répondre et lui répondre de manière solide. Le quatrième argument qu'on a entendu, alors cette fois-ci de manière un petit peu plus tardive, parce que là, il a fallu vraiment faire preuve d'imagination, d'ingéniosité pour arriver jusque-là, c'est pas tout de suite, on l'a vu que dans des décisions un petit peu plus récentes, c'est la notion de perte de la chose louée. Et là, on est obligé de ne pas être strictement sur le statut des baux commerciaux, mais de regarder là encore dans le Code civil de manière générale, à l'article 1722. Il existe cet article 1722, auquel jamais personne n'a songé avant que le Covid-19 arrive et avant que les débats soient de plus en plus denses et houleux devant les juridictions. Qu'est-ce que dit cet article 1722 du Code civil? Eh bien, il dit tout simplement que si la chose louée venait à être détruite en totalité ou en partie, eh bien, dans ces cas-là, la contrepartie au contrat n'est plus due et donc potentiellement le loyer ne serait plus dû. Et donc, il y a des locataires commerciaux qui ont évoqué cet article en disant Covid-19 égale fermeture, égale disparition totale ou partielle de la possibilité d'exploiter du fonds de commerce, donc destruction, donc je ne paye pas. Et là, effectivement, j'ai relevé notamment au fond
une décision qui a été rendue à La Rochelle, au tribunal judiciaire de La Rochelle, le 23 mars 2021, qui fait effectivement droit à cette argumentation, en disant « Oui, nous considérons que la fermeture équivaut à une destruction partielle, voire totale, de la chose louée, donc on annule purement et simplement les loyers. » Alors, c'est une décision qui, pour le moment, est plutôt isolée. C'est une décision qui a été largement commentée et c'est une décision qui a trouvé un écho dans un arrêt qui a été rendu également par la Cour d'appel de Paris, mais là encore, c'était toujours au stade du référé, hein, toujours au stade de décision provisoire. Mais la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt très récent du 12 mai, est parvenue à peu près à la même conclusion en disant que l'interdiction de recevoir du public dans un local commercial équivaut à une perte partielle de la chose louée, et que donc, dans ces cas-là, il doit y avoir un geste du bailleur, ou en tous les cas, il y a une contestation sérieuse à demander l'intégralité du loyer, donc en l'état, on n'accorde pas l'intégralité du loyer au propriétaire bailleur. Là, on pourrait se dire à ce stade, la perte de la chose louée, ça pourrait être finalement l'argument le plus solide du locataire. Et c'est peut-être l'argument qu'il faut regarder avec le plus de prudence, et c'est l'argument que j'ai regardé avec le plus de prudence, et j'ai trouvé d'autres décisions qui, cette fois-ci, sont plus favorables aux propriétaires et qui écartent cette argumentation, dont notamment un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, alors là, qui pour le coup est vraiment très intéressant, parce que c'est un arrêt très large sur plusieurs moyens, dont celui de la perte de la chose louée. C'est un arrêt qui a été rendu le 31 mars 2021. Alors vous voyez, on est quand même mars, avril, mai, et là, on ne peut pas être plus dans l'actualité. Et c'est un arrêt intéressant parce que c'est un arrêt qui rejette donc l'intégralité de l'argumentation d'un preneur commercial qui a soutenu tous les moyens que je viens d'évoquer. Alors, il a soutenu la force majeure. La Cour d'appel de Lyon dit non. C'est pour des loyers, donc ce n'est pas applicable. Et en plus, vous ne démontrez pas l'irrésistibilité que j'ai évoquée tout à l'heure, donc la force majeure, non. Le locataire a évoqué ensuite la bonne foi du propriétaire, en disant le propriétaire est de mauvaise foi à vouloir demander l'intégralité du loyer alors que c'est Covid-19. La Cour de Lyon répond non, il n'y a aucune mauvaise foi parce qu'en réalité c'est vous, locataire commercial, qui avez unilatéralement et d'autorité décidé de ne plus régler votre loyer sans aucune concertation avec votre propriétaire. Donc la mauvaise foi, il n'y en a pas. Le locataire a soulevé aussi l'absence de cause en disant il n'y a plus de cause à payer le loyer puisque le local est fermé. La Cour dit non, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous, locataire, vous avez toujours les clés, vous avez toujours votre stock, vous avez toujours la disposition des locaux, donc le loyer est causé. Et là, on arrive au point que j'évoquais, c'est-à-dire la perte de la chose louée. Le locataire dit fermeture égale perte de la chose louée, donc je ne règle pas. Et là, la Cour d'appel de Lyon est allée plus loin que d'autres juridictions et a dit eh bien non, je ne vous accorde pas cette argumentation-là. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que pendant la période de fermeture, vous y êtes effectivement allé dans les locaux, vous avez rénové votre terrasse, vous avez fait des travaux, vous avez réaménagé en tout ou partie votre local, donc vous avez fait un acte positif valorisant votre commerce et que vous valoriserez lorsque la réouverture se fera. Et donc là, on est en plein dedans, puisqu'on est le 19 mai, les restaurants réouvrent, on a les terrasses, et depuis un certain temps, il y a beaucoup de locataires qui effectivement se sont préparés à ça. Donc la Cour d'appel de Lyon dit pas de perte de la chose, vous ne l'avez pas perdue, au contraire, vous l'avez améliorée. Donc perte de la chose, c'est non. Et en plus, les juges à Lyon ont une motivation qui est pour le coup à souligner. Ils disent, le texte de 1722 parle de destruction partielle ou totale du local. On n'est pas dans le cadre d'une destruction. Et si vous considérez que la fermeture est une destruction, eh bien c'est un détournement des termes de la loi. Moi, juge, je ne vous le permets pas. Donc, je refuse que vous, preneur commercial, vous puissiez arguer de ce moyen. Et donc, la Cour d'appel de Lyon rejette en intégralité l'argumentation du locataire. Ça me paraissait très intéressant de pouvoir vous en parler ce soir, puisque ça permet quand même de finir sur une note positive, puisque même sur ce dernier moyen de la perte de la chose louée, eh bien, il y a effectivement des juges qui se retranchent
du côté du propriétaire bailleur. J'en terminerai sur les différents moyens par finalement ce qui se dégage le plus de toutes les décisions de justice qui ont été rendues. Ce qui se dégage le plus, c'est, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, mais finalement c'est ce qui cristallise le plus ce que regardent les juges aujourd'hui, c'est la possibilité de négocier entre les parties, la bonne foi contractuelle entre propriétaire bailleur et locataire. Ça transparaît dans beaucoup de décisions. J'ai relevé des décisions à Limoges, à Aix-en-Provence, à Paris, à Boulogne-sur-Mer, Montpellier, où les juges regardent, avant de dire si oui ou non les loyers sont dus, ils regardent s'il y a eu une discussion entre les parties, s'il y a eu une négociation entre bailleur et preneur. S'il n'y en a pas, le propriétaire bailleur peut partir avec un a priori négatif. S'il y en a, eh bien là, l'a priori sera plutôt positif. Et effectivement, le juge sera n'aura pas de difficulté à rejeter l'argumentation du locataire. En revanche, lorsque l'on a un propriétaire qui ne répond pas à des lettres envoyées par le locataire, ne propose rien, ni rééchelonnement, ni modalité de paiement, et bien là, dans ces cas-là, le juge peut effectivement souligner une absence de loyauté dans les discussions, et ça peut être préjudiciable. Donc, s'il y a un deuxième message que je voulais vous passer ce soir, c'est faites attention aux discussions, ne fermez pas tout de suite la porte à votre locataire, accordez-lui peut-être, si ce n'est pas déjà fait, parce que là on est encore une fois en mai 2021, hein, donc là je parle avec du recul, mais si vous avez accordé à votre locataire des facilités de paiement, si vous lui avez permis de pouvoir vous régler avec 1 mois et demi, 2 mois de retard, c'est très bien. Si malgré ces modalités-là, votre preneur ne vous a toujours pas réglé, là vous avez vraiment la possibilité d'aller devant le juge et là on ne pourra pas vous opposer une éventuelle mauvaise foi. Voilà, j'ai essayé d'être vraiment le plus synthétique possible sur le contentieux qui existe depuis mars 2020. Il y avait un dernier point que je voulais évoquer, mais c'est vraiment un point à la marge, parce que là, j'ai simplement évoqué les débats sur l'exigibilité du loyer, mais il y a aussi des décisions de justice qui ont été rendues sur les mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée. Bon, là, simplement pour vous dire que les débats sont les mêmes s'agissant des mesures conservatoires et des mesures d'exécution forcée, puisque les juges se sont posé la question de savoir si vous aviez, vous, propriétaire bailleur, la possibilité de faire une saisie conservatoire sur les comptes, une saisie conservatoire sur les meubles, parce que votre locataire ne vous paye pas. Il y a des juges qui ont rendu des décisions visant à dire qu'en période de Covid-19, on va considérer que la créance de loyer n'apparaît pas suffisamment forte pour justifier une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée. Et il y a certaines autres juridictions qui ont rendu des décisions favorables aux propriétaires bailleurs. C'est vraiment entre parenthèses que je vous donne cette information-là. Au niveau de l'exécution forcée, il faut quand même rappeler que tant que votre locataire subit une mesure de police administrative, les clauses résolutoires ne sont pas possibles. Elles sont réputées non écrites. En revanche, et j'en terminerai par là, n'oubliez pas que ce que la loi du 14 novembre prévoit, c'est qu'à partir du moment où les mesures sont levées, la clause résolutoire retrouve son plein effet, passé un délai de 2 mois à compter de la levée des mesures. Exemple type, puisque là on est en plein dedans, vous avez des commerces qui réouvrent au 19 mai. Si au 19 juin, juillet, vous avez toujours un arriéré, là vous aurez la possibilité maintenant de reprendre les clauses résolutoires et de reprendre les exécutions forcées, puisqu'on sera à 2 mois de la levée des mesures administratives. Dernier point, et j'en aurai terminé, juste par quelques conseils. Mais là, je ne fais que redire ce que j'ai effectivement indiqué. Les conseils à donner sont les suivants. Si vous avez un sujet avec votre locataire sur les loyers commerciaux, la première des choses, c'est essayer de négocier, de proposer. Si jamais votre échéancier, vos modalités ne sont pas respectées, là, dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'assigner votre locataire pour obtenir déjà un titre exécutoire. Parce que, encore une fois, ce que la Covid-19 empêche, ce sont les mesures d'exécution forcée et les clauses résolutoires. Ça ne vous empêche absolument pas d'assigner votre locataire, ça ne vous empêche absolument pas de le faire condamner, et ça ne vous empêche absolument pas donc d'avoir un titre exécutoire, une décision de justice. Et je rappellerai qu'une décision de justice est exécutoire pendant 10 ans. Donc, vous avez la possibilité d'aller devant le juge et vous avez la possibilité d'avoir un titre exécutoire, quitte, une fois que les mesures sont levées,
à reprendre le chemin des voies d'exécution et notamment les clauses résolutoires. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique dans mon propos, mais naturellement, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, et même a posteriori, n'hésitez pas à nous les transmettre. Je vous remercie pour votre écoute. J'aurais une question. Quels sont les moyens donnés au bailleur de connaître les aides perçues par son locataire de la part de l'État et quelles sont les conséquences de ces aides sur le rapport juridique entre bailleur et preneur? La question en réalité, c'est quand on nous dit que soit il y a une force majeure, soit il y a une destruction de la chose louée, comment peut-on maintenir cette argumentation si on a perçu les aides de l'État pendant la période? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Quels sont les moyens de connaître? A priori, il n'y en a pas. En revanche, si vous avez un débat judiciaire, il est évident que ce que nous faisons depuis le début, ce sont des sommations de communiqués, c'est-à-dire à chaque fois que on assigne un preneur en paiement, voire en expulsion, comme c'était le cas avant, lorsque l'on a un locataire commercial qui se prévaut de difficultés, eh bien, on lui fait des sommations de communiqués. Déjà, bien évidemment, ses bilans, son activité, mais aussi, bien évidemment, tout élément de preuve sur le fait qu'il puisse bénéficier, par exemple, du fonds de solidarité, ou tout élément de preuve sur le fait qu'il a effectivement perçu des aides de l'État. Et ça, on les a notamment dans les bilans et on les a avec le retour des experts comptables. Donc, quels moyens on a a priori? On n'a pas de moyen de contraindre le locataire à nous le dire, mais devant un juge, là, on a le moyen de le faire. Après, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'à partir du moment où il y a des aides qui sont accordées, c'est quand même assez délicat de vouloir se prévaloir d'une force majeure ou de vouloir se prévaloir d'une perte de la chose louée, parce que ces aides entraînent une trésorerie. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une trésorerie qui existe, le loyer doit normalement être réglé. Donc ce n'est pas un argument que le locataire peut opposer. Je vois qu'il y a peut-être une autre question. Oui. La personne qui a levé la main, peut-elle allumer son micro pour poser la question, s'il vous plaît? Oui, je voulais savoir, en ce qui concerne les charges, je suis chez Pierre et Vacances, qui évidemment ne paie pas ses loyers, mais également, il ne paie plus ses charges depuis 3 ans. Et donc, j'ai des échanges de courriers, de lettres recommandées et autres, mais il ne répond pas. Il ne répond pas ou il répond à côté, quoi, en fait. Et donc, je me demande quels moyens peut-on avoir pour obtenir qu'ils nous répondent, en fait. Bien, alors là, pour le coup, les charges, c'est le même sujet que les loyers. Les charges sont bien évidemment dues. Et si vous me dites que vous avez des impayés depuis 3 ans, ça veut dire que ce n'est absolument pas lié au Covid-19. Là, vous avez la possibilité de faire un recouvrement, comme on le fait toujours, avec des commandements, avec des assignations aux fins de paiement. Et ça, pour le coup, Pierre et Vacances sera condamné. Surtout qu'en plus, les mécanismes de protection qui ont été instaurés par les arrêtés et les différents décrets sont des mécanismes qui portent sur la période du Covid-19. Là, si vous me dites que vous avez des arriérés depuis 3 ans, on n'y est pas. Donc les sanctions ne sont pas gelées sur ces sommes-là. Très bien. Et donc vous avez la possibilité d'intervenir et il faut le faire. Attention. Comment faut-il procéder alors est-ce qu'il faut que je me rapproche de l'UNPI? Est-ce que... Attention, parce que l'UNPI a, je vous l'ai dit dans mon introduction, créé une structure dédiée pour les résidences-services, les propriétaires de résidences-services. Et dans le cadre particulier de Pierre et Vacances, on est en présence d'une procédure lancée par Pierre et Vacances, qui est une procédure de sauvegarde à l'intérieur de laquelle une procédure de conciliation a été mise en place avec 2 conciliateurs qui ont été désignés et pour lesquels nous conseillons à nos adhérents, dont vous êtes naturellement, de se rapprocher du cabinet Gobert
pour être représentés dans le cadre de la conciliation. C'est fait, je me suis rapproché du... Oui, pour être tout à fait... Robert, je suis inscrit pour la défense dans le cadre de la conciliation. Mais du fait de la procédure de sauvegarde, les mesures de suspension des loyers par Pierre et Vacances ne peuvent pas entraîner de conséquences juridiques actuellement. Vous êtes complètement pris dans la procédure de sauvegarde. Alors là, c'est effectivement une information très importante qui change totalement la donne, puisque les procédures de sauvegarde, donc les procédures collectives, ont là pour le coup des règles très strictes. Et en procédure de sauvegarde, vous avez des déclarations de créances et effectivement des phases de négociation qui s'ouvrent et qui, là encore, sont exorbitantes de droit commun, ce qui signifie que effectivement, vous devez suivre la procédure de négociation et voir ce qui va être décidé dans le cadre de l'aménagement des dettes de Pierre et Vacances. Et là, effectivement, s'il y a une procédure de sauvegarde, alors là, pour le coup, c'est très spécifique. Dans le cadre de la procédure de conciliation, hier, Pierre et Vacances a fait savoir qu'ils avaient mis 500 000 € sur un fonds spécifique pour aider les propriétaires bailleurs qui n'arrivaient plus à régler leurs emprunts. Le problème, c'est que la mise à disposition de ces fonds pour les bailleurs est totalement opaque et que nous craignons qu'il soit quasiment impossible d'obtenir le règlement de quelque somme que ce soit provenant de ce fonds. Mais là, le cabinet Gobert, puisque vous êtes en relation avec eux, peuvent parfaitement vous renseigner sur ce point. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Donc, soit vous levez la main avec l'émoticône main, ou vous pouvez poser votre question par écrit, comme vous voulez. Pas de questions? Eh bien, Maître Berbigier, merci de cette intervention, merci de ces renseignements. Ça nous fait beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments qui sont portés à notre connaissance. Il est évident que, d'une part, votre intervention ayant été enregistrée, on pourra la réécouter en podcast pour en tirer les éléments essentiels, et que, d'autre part, à l'UNPI, nous restons à la disposition de l'ensemble des adhérents pour leur fournir des éléments plus complets sur ce qui vous a été présenté ce soir. Voilà, je voulais vous remercier et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup.